Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cours des effets indésirables de la transfusion sanguine, autrement appelé dans notre jargon médical les accidents transfusionnels. Alors, pourquoi effets indésirables? Eh bien, parce que la transfusion sanguine, comme c'est le cas des autres thérapeutiques, est une thérapeutique parmi tant d'autres qui a ses effets indésirables, qui a ses risques et ses effets adverses. Il faut savoir aussi que la transfusion sanguine est un acte thérapeutique non dénué de tout risque, car le sang véhicule des particules ou des antigènes qui sont étrangers à l'organisme. Alors, ces accidents transfusionnels, certains peuvent être liés au patient lui-même, d'autres, par contre, peuvent être liés aux produits sanguins ou parfois aux donneurs. Dans notre classification de ces accidents transfusionnels, on pourrait se baser sur un certain nombre de critères, entre autres le temps d'apparition. C'est pour cela qu'on les classe en immédiat et retardé. Certains accidents immédiats peuvent être graves et nécessitent l'intervention rapide du personnel compétent. D'autres sont secondaires ou tardifs. Et dans l'ensemble, ils impliquent tout un circuit médico-administratif et un personnel compétent. D'une façon générale, il faut savoir que la transfusion sanguine ou la poche de sang, quel que soit son type, elle véhicule un certain nombre d'antigènes qui sont situés soit sur le globule rouge, soit sur les globules blancs, soit sur les plaquettes, comme il pourrait s'agir de protéines, ce qui pourrait être à l'origine de conflits immunologiques et d'une éventuelle allo-immunisation. Ces poches de sang peuvent véhiculer des micro-organismes, comme des bactéries, des virus, des parasites, qui pourraient être à l'origine d'accidents infectieux. Ces accidents infectieux peuvent être précoces, gravissimes, c'est le cas d'ailleurs du choc endotoxinique, d'autres peuvent être retardés, c'est le cas des infections virales post-transfusionnelles. Pour ce qui est du reste des accidents transfusionnels, certains sont immunologiques et eux aussi sont classés en précoces et tardifs. Les accidents précoces, on signale ici le plus important, c'est le choc endotoxinique. Et lui, il nécessite l'intervention rapide, comme je viens de le décrire précédemment. D'autres types d'accidents précoces, on a la réaction frisson-hyperthermie, la réaction allergique. Et pour les accidents immunologiques tardifs, nous avons le cas le plus typique, l'allo-immunisation anti-rétrocytaire ou anti-plaquettaire ou anti-protéines plasmatiques. Alors, il y a d'autres types d'accidents qui sont ni immunologiques, ni infectieux. C'est le cas des accidents de surcharge qui sont précoces. C'est le cas de la surcharge volimique, la surcharge en citrate ou l'hypercalémie post-transfusionnelle. Et on a enfin un autre type d'accident qui, lui, il est retardé. C'est le cas de l'hémochromatose post-transfusionnelle. Alors, si on jette un coup d'œil sur ce graphe, alors on voit que la fréquence des accidents transfusionnels aux États-Unis, elle a diminué considérablement de l'année 2005 à l'année 2016. Sûrement à cause de l'instauration des bonnes pratiques transfusionnelles qui touchent tous les maillons du circuit de transfusion sanguine, allant du prélèvement jusqu'à la préparation, en passant par la qualification biologique, jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'acte transfusionnel lui-même, qui stipule que et le médecin transfusionniste et le médecin responsable de la transfusion sanguine, ces deux acteurs doivent respecter un certain nombre de règles pour éviter la survenue de ce type d'accident transfusionnel. Mais dans l'ensemble, on voit que ces accidents diminuent considérablement au fil des années. Alors, maintenant, on va commencer avec les accidents transfusionnels immunologiques et on commence par les accidents précoces. Dans les accidents précoces, donc, on note en premier lieu, le plus important, c'est le choc hémolytique et il concerne le plus souvent l'accident immunologique ABO. C'est-à-dire, il s'agit d'un conflit antigène-anticorps
qui aboutit à une destruction des globules rouges. Donc il s'agit d'un anticorps qui est présent soit, donc on a deux cas de figure, donc on a soit un anticorps qui est présent dans le plasma du receveur et un antigène apporté par le globule rouge du donneur, soit un anticorps qui pourrait être apporté par le produit sanguin, alors que l'antigène présent sur le globule rouge du donneur, lui, ici on va noter le cas du O dangereux. Le O dangereux constitue une entité chez laquelle il y a ce qu'on appelle la présence des hémolysines anti-A et anti-B. C'est-à-dire dans le cas où on va transfuser un patient de groupe A avec du sang de groupe O, on sait que cette transfusion est envisageable, et que ce sang apporté qui est de groupe O contient des hémolysines anti-A ou anti-B, ces anticorps peuvent être à l'origine d'un éventuel accident transfusionnel. Alors, dans cette figure, on voit que la liaison ou le conflit antigène-anticorps va être à l'origine de la formation d'un complexe antigène-anticorps. Il s'agit de l'anticorps anti-A ou anti-B qui, lui, il est de structure pentamérique, donc il s'agit d'une IgM, donc qui va se lier avec un certain nombre de globules rouges. Alors, cette liaison, elle peut être à l'origine, ou généralement elle est à l'origine, d'une activation du complément. Alors, cette activation du complément, donc jusqu'à la fraction C9, va être suivie, bien évidemment, de la formation du complexe d'attaque membranaire. Ce complexe d'attaque membranaire va entraîner une hémolyse intravasculaire qui, elle, ses conséquences sont gravissimes. Cette hémolyse intravasculaire va être à l'origine d'une libération de l'hémoglobine dans le sang, et donc d'une hémoglobinémie, suivie d'une hémoglobinurie, mais aussi de la libération de stromas d'érythrocytes qui, eux, donc, vont se lier avec des cellules rénales, et on va voir ça après. Par ailleurs, donc, il y a aussi une activation du facteur 12 par liaison donc de ces complexes antigènes, anticorps et activation des cellules mastocytaires. Donc il y a toute une tempête qui va se produire et un dérèglement au niveau des cellules endothéliales qui fait qu'il y a une activation de la coagulation, une activation excessive et anormale de la coagulation. Il y a libération des cytokines, de chémokines, TNF-alpha, interleukine 1, interleukine 6, interleukine 8. Tout ceci est à l'origine d'une atteinte et d'une lésion endothéliale. Cette lésion est à l'origine de l'activation du facteur 12, de l'activation excessive de la coagulation. Donc, elle va entraîner une activation du système de kinine par ailleurs, une libération de la bradykinine et une baisse de la tension. C'est la raison pour laquelle on observe, dans ce cas d'accident, on observe une hypotension artérielle. Mais le plus important, c'est le développement d'une coagulation intravasculaire disséminée. Cette coagulation intravasculaire disséminée, ses conséquences peuvent être mortelles et ça peut engager le pronostic vital du patient. Donc, d'une façon générale, donc on a une diminution ou une augmentation de la perméabilité capillaire, une vasodilatation, une hypotension et une fièvre et la coagulation intravasculaire disséminée. Et par ailleurs, ces stromas d'érythrocytes qu'on vient de citer précédemment, donc vont entraîner une atteinte des cellules rénales suivie d'une insuffisance rénale aiguë. Alors pour ce qui est de la manifestation clinique, donc on pourrait avoir le plus souvent des formes classiques qui sont graves, associées à une hémolyse intravasculaire. Ceci s'observe, ces signes cliniques s'observent dès les premiers millilitres transfusés. Donc on a une sensation de chaleur, un malaise, une impression de brûlure le long du trajet veineux, des douleurs lombaires, un choc cardiovasculaire avec collapsus. On a un syndrome hémorragique qui, lui, donc vous l'avez deviné, lié à la coagulation, à la CIVD. L'apparition d'un ou de plusieurs de ces signes cliniques impose l'arrêt immédiat de cette transfusion et de faire appel au personnel compétent, notamment les spécialistes en soins intensifs et les hématologues. Il y a parfois, rarement, quelques formes atténuées
des formes mineures, frustes ou inapparentes, qui elles sont moins graves que la forme précédente. Pour le diagnostic biologique, donc on doit poser le diagnostic de l'incompatibilité et poser surtout l'origine hémolytique de cet accident. Donc l'hémolyse intravasculaire, on pourrait l'affirmer par la teinte rouge après avoir centrifugé le patient, après avoir centrifugé les prélèvements, et on va observer que dans le surnageant du plasma après centrifugation, sa teinte elle est rouge ou rosée. Et le recueil des urines et la mise en évidence d'une hémoglobinurie par ailleurs. Donc quand on fait l'hémogramme, donc on va constater qu'il y a une anémie de gravité variable qui pourrait être profonde, atteindre des taux jusqu'à 6 grammes par décilitre, et une hyperbilirubinémie libre pour l'aptoglobine qui confirme le caractère hémolytique de cet accident surtout. Alors, pour l'origine immunologique, on va l'apprécier par un certain nombre de mesures. Donc, on va faire ou procéder à une vérification immédiate du carton du contrôle ultime pré-transfusionnel, s'assurer que le médecin transfusionniste ou le médecin qui était responsable de l'acte transfusionnel a fait son travail correctement. Et on va vérifier le groupe sanguin et du patient, parce qu'on va refaire le prélèvement, et de la poche pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur d'étiquetage et d'erreurs d'identification ou de prélèvement. Il faut aussi faire une épreuve de compatibilité croisée au laboratoire et refaire une RAI. Pour la prévention, donc, elle repose sur l'identification correcte des prélèvements sanguins, c'est-à-dire les bonnes pratiques de prélèvement, le respect des règles transfusionnelles et le contrôle ABO ultime au lit du malade. Ce contrôle ultime au lit du malade, il est systématique et il est obligatoire parce que c'est le dernier verrou à d'éventuels accidents transfusionnels. Alors, passons maintenant à une autre entité, le syndrome frisson-hyperthermie. Cet accident, malgré le fait qu'il soit immédiat, mais c'est tout ce qu'il y a de plus banal dans la transfusion sanguine. C'est une réaction qui est assez fréquente, donc qui représente 1 à 2% de l'ensemble des transfusions, et on admet qu'il est lié à la libération de substances pyrogènes, endogènes ou exogènes. Donc les causes de ce syndrome peuvent être multiples, mais parfois difficiles à systématiser, à identifier, mais dans l'ensemble, il peut être dû à une alloimmunisation anti-érythrocytaire, surtout anti-HLA, ou anti-protéines plasmatiques parfois, et qui est suggérée par la bonne tolérance du sang déplasmatisé. C'est-à-dire, dans le cas où c'est une immunisation anti-HLA qui est identifiée, on prescrit du sang des leucocytés. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'une allo-immunisation anti-protéines plasmatiques, là, l'indication du sang déplasmatisé est posée. Alors, troisième entité, les incidents allergiques. Les incidents allergiques, eux aussi, sont fréquents dans le cas des effets indésirables de la transfusion sanguine, et ils peuvent s'observer avec tous les produits sanguins, parce qu'il faut savoir que tous les produits sanguins contiennent des quantités de plasma. Les mécanismes physiopathologiques, parfois, ils ne sont pas précisément connus, mais généralement, ils sont sans gravité. Il pourrait s'agir d'érythème, d'urticaire ou de prurite. Mais dans certains cas, dans de rares cas, ça pourrait se développer jusqu'au choc anaphylactique, et là, ça pose problème, et ça devient problématique et embêtant pour le médecin responsable de la transfusion sanguine. Dans ce cas, il faut toujours chercher la présence d'anticorps anti-IgA, parce que dans ce cas de figure, il pourrait s'agir de patients qui ont un déficit ils présentent un déficit congénital de cet isotype d'IgG, donc d'IgA. Chez ces patients, l'utilisation de produits cellulaires totalement déplasmatisés s'impose. Donc, les patients qui ont un déficit en IgA, lorsqu'ils reçoivent ces antigènes de type IgA, ils vont développer des anticorps anti-IgA. Et la conséquence, elle est gravissime. Donc, on l'a dit, il s'agit d'un choc anaphylactique qui pourrait se développer à la suite de ce conflit antigène-anticorps. Alors, le TRALI. Le TRALI, ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnelle, mais si vous allez consulter
les articles ou la littérature, vous allez voir la dénomination TRALI. La dénomination TRALI, c'est l'abréviation de Transfusion Related Acute Lung Injury, c'est-à-dire syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnelle. Donc ce syndrome, il est rare, il se manifeste dans l'heure ou dans les 6 heures qui suivent la transfusion. Donc il y a apparition d'une insuffisance respiratoire aiguë associée à un œdème pulmonaire lésionnel non cardiogénique. L'évolution, elle est grave et nécessite une réanimation respiratoire en milieu spécialisé. Le mécanisme précis est encore mal connu, mais on évoque l'activation et l'agrégation des polynucléaires neutrophiles dans les vaisseaux pulmonaires par des allo-anticorps anti-HLA ou antigranulocytes qui sont présents dans le plasma transfusé. C'est-à-dire que c'est le plasma transfusé qui contient ces anticorps anti-HLA et qui va attaquer les polynucléaires du patient dans le compartiment vasculaire pulmonaire. Parfois, aucun anticorps n'est identifié et on évoque alors le rôle du liquide activateur dans le sang transfusé. Pardon. Alors, la fréquence de cet accident peut être estimée de 1 accident pour 5000 produits sanguins injectés. Il concernerait environ 0,16% des causes de conflit immunologique entre le donneur et le receveur. Donc c'est un conflit entre un anticorps anti-HLA classe 1 et des antigènes des polynucléaires neutrophiles du sujet transfusé. Mais généralement, les chercheurs disent que ce n'est pas le seul facteur qui est à l'origine de ce problème. Donc, c'est-à-dire aucun de ces facteurs n'apparaît à lui-même seul suffisant pour provoquer un accident qui nécessite dans la majorité des cas un état clinique favorisant. C'est-à-dire certains patients sont prédisposés à faire ces problèmes. C'est-à-dire il y a cet état pourrait résulter de l'accumulation de granulocytes préalablement stimulés dans la microcirculation pulmonaire. Comme on le voit dans cette figure, à l'état normal, il n'y a pas de polynucléaire neutrophile, mais dans le cas contraire, dans le cas de ce TRALI, on voit que ces PNN, suite à une lésion pulmonaire, donc il y a une libération suite à un problème, donc il y a un mécanisme déclenchant qui fait que ces polynucléaires neutrophiles vont migrer vers le compartiment vasculaire pulmonaire, et ils se trouvent à l'intérieur. Donc la liaison entre ces anticorps anti-HLA ou anti-granulocytes est à l'origine de l'activation de ces polynucléaires neutrophiles, et la libération du contenu des granules des polynucléaires au contact de l'endothélium capillaire, ceci va entraîner des lésions de la paroi et provoquerait une extravasation liquidienne et cellulaire dans les espaces interstitiels et des alvéoles. Alors le diagnostic immunologique vise à mettre en évidence le plus souvent dans le sérum d'un donneur ou d'un receveur les anticorps anti-HLA ou antigranulocytes qui sont responsables. Les dons provenant de femmes multipares sont le plus souvent impliqués. Il n'y a actuellement pas de règle systématique ni de dépistage, ni d'éviction des donneurs potentiellement dangereux. Alors, passons maintenant aux accidents retardés. Alors, le cas de figure le plus représentatif des accidents retardés, c'est l'allo-immunisation. L'allo-immunisation qui peut concerner et les globules rouges, et les plaquettes, et les granulocytes. Donc, l'allo-immunisation se définit aussi comme un conflit antigène-anticorps entre des allo-anticorps de type IgG le plus souvent et des antigènes érythrocytaires. La raison fondamentale de l'immunisation, c'est le polymorphisme génétique qui est le nôtre et l'immunogénicité des antigènes qui sont portés par les cellules sanguines. Lors des transfusions, on sait que c'est pas toutes les compatibilités sont respectées. Généralement, on respecte la compatibilité ABO et Rhesus, et pour certains patients, c'est-à-dire qui sont
amenés à être transfusés de façon itérative pour cette catégorie de patients. On respecte la compatibilité dans certains antigènes d'une façon étendue, mais pour l'ensemble, on respecte uniquement la compatibilité ABO et Rhésus. Donc cette incompatibilité qui pourrait concerner des antigènes potentiellement immunogènes, mais de gravité variable, c'est-à-dire avec une immunogénicité variable, qui concerne d'ailleurs l'antigène grand D, l'antigène Rhésus petit c, l'antigène KEL, les antigènes DUFI, les antigènes KID et les antigènes MNS. Donc, cette alloimmunisation, cette incompatibilité pourrait être à l'origine d'une alloimmunisation de développement d'anticorps de type IgG qui pourrait, après être sécrété avec une quantité importante, pourrait être à l'origine d'une alloimmunisation et ses conséquences sont variables sur le plan clinique. Alors, pour les sujets à risque, notamment les jeunes filles ou les femmes en âge de procréation, et certains malades polytransfusés, cette compatibilité doit être respectée. Pour les jeunes filles et les femmes en âge de procréer, pour ne pas compromettre leur avenir obstétrical, et pour les patients polytransfusés chroniques, pour ne pas tomber dans le cas de l'impasse transfusionnelle après avoir développé plusieurs allo-anticorps. Alors, le résultat sur le plan physiopathologique et sur le plan moléculaire de ce conflit antigène-anticorps, c'est une hémolyse, mais dans ce cas de figure, qui n'est pas intravasculaire, c'est une hémolyse intratissulaire, c'est-à-dire que la dégradation des globules rouges ne se fait pas au niveau du vaisseau, elle se fait au niveau de la rate, et on observe qu'il y a la libération de la bilirubine non conjuguée et la sécrétion de l'urobilinogène ou le stercobilinogène dans le vaisseau après une conjugaison de la bilirubine au niveau du foie. Dans l'alloimmunisation anti-érythrocytaire, on observe une réaction hémolytique avec ictère. On pourrait faire face à des réactions frisson-hyperthermie ou tout simplement à une inefficacité transfusionnelle. C'est-à-dire, on transfuse une poche de sang qui est censée augmenter le taux de l'hémoglobine de 1 g. Après avoir transfusé 2 poches par exemple, on observe que le taux d'hémoglobine n'a pas bougé. Sur le plan transfusionnel, donc on constate une anémie, par contre, c'est-à-dire il pourrait y avoir une inefficacité transfusionnelle, comme il pourrait y avoir une anémie, c'est-à-dire une aggravation de l'anémie, et l'hyperbilirubinémie libre et la baisse de l'aptoglobine attestent le caractère hémolytique de cette anémie. Alors, en pratique, les sujets à risque doivent être phénotypés, là c'est pour la prévention. Donc les sujets qui sont à risque et qu'on vient de citer précédemment, ils doivent être phénotypés et doivent bénéficier d'un phénotypage étendu. La poche qu'ils reçoivent, elle aussi, elle doit être phénotypée et ces antigènes doivent être en adéquation avec le phénotype de ces patients. Et on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire leur transfuser des poches qui sont compatibilisées, c'est-à-dire chez lesquels on a fait l'épreuve de compatibilité majeure au laboratoire pour s'assurer que le sang du receveur ne contient pas d'allo-anticorps qui sont dirigés contre n'importe quel type d'antigène présent sur la poche. Alors pour ce qui est du diagnostic biologique, il s'agit, cette figure, elle illustre le test de Coombs direct. Alors pourquoi on fait le test de Coombs direct? Pour mettre en évidence des anticorps qui sont liés à la surface des antigènes érythrocytaires. Ces anticorps, puisqu'ils sont de type IgG, donc on n'arrive pas à les diagnostiquer par les méthodes conventionnelles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle le test de Coombs direct. On ajoute ce qu'on appelle une antiglobuline humaine polyvalente, qui peut être anti-IgG ou anti-C3D, qui va se lier avec ces IgG et elle va former des ponts entre ces globules rouges qui sont liés et qui contiennent des IgG présents à leur surface. Cette antiglobuline, puisqu'elle fait et elle forme des ponts entre ces différents globules rouges, donc ces complexes vont devenir
visible à l'œil nu, sur tube ou sur plaque, le plus souvent sur tube. Donc on va observer qu'il y a une réaction hémagglutination s'ils sont présents. Dans le cas où il n'y a pas d'anticorps présents à la surface des globules rouges, l'ajout de l'antiglobuline humaine polyvalente ne va pas donner par la suite d'hémagglutinat présent dans le tube. Alors concernant les leucocytes et les plaquettes, donc là l'immunisation elle pourrait se traduire par l'apparition des anticorps spécifiques anti-leucocytes ou anti-plaquettes, mais le plus souvent il s'agit d'anticorps anti-HLA qui sont polyspécifiques et qui détruisent les cellules transfusées, qui sont source d'ailleurs d'une inefficacité transfusionnelle chez les receveurs. Donc la prévention de cette allo-immunisation n'est possible que pour certains malades devant recevoir des transfusions de plaquettes de façon répétitive et prolongée. Donc elle repose alors sur la déleucocytation systématique de toutes les unités de globules rouges ou de plaquettes que reçoivent les malades, donc pour éviter qu'il y a un anticorps, qu'il y a un conflit permanent et répété en apportant des antigènes qui sont incompatibles avec ceux du receveur. Parce qu'on sait d'une façon générale en immunologie que le corps humain s'immunise et développe des anticorps contre des antigènes qu'il ne possède pas. Alors concernant les protéines plasmatiques, donc on a observé ce cas de figure beaucoup plus dans le cas des patients hémophiles, c'est-à-dire dans le cas des facteurs de la coagulation. Les patients hémophiles qui ont surtout des taux très effondrés en facteur 8 ou en facteur 9, donc développent au bout d'un certain temps, après avoir reçu plusieurs fois des concentrés de facteur 8 ou de facteur 9, développent des anticorps anti-facteur 8 et anti-facteur 9, et je peux vous dire que c'est une situation embarrassante pour le médecin traitant et assez problématique, sachant que 15 à 35% des hémophiles développent des anticorps contre ces facteurs de la coagulation. Pour ce qui est de la réaction greffon contre l'hôte, donc c'est une complication rare de la transfusion sanguine, elle est due à l'agression de l'organisme du receveur par des cellules immunocompétentes qui sont contenues dans le produit sanguin cellulaire transfusé. Donc généralement, elle survient chez les sujets qui sont en immunodépression ou chez les sujets chez lesquels le système immunitaire est immature. Alors, passons maintenant aux accidents transfusionnels infectieux. Alors, comme je l'ai décrit précédemment dans la grande figure qui récapitule l'ensemble des accidents transfusionnels, donc on a deux types d'accidents infectieux. On a les accidents précoces, qui sont des accidents bactériens, et des accidents retardés, qui sont généralement des accidents liés à des infections virales. Alors, généralement, il s'agit d'un problème de prélèvement, vraisemblablement. Donc, si une poche de sang est souillée par des bactéries gram négatifs, généralement ce sont des entérobactéries saprophytes, et si elle n'est pas conservée selon les bonnes règles, une pullulation microbienne extrêmement rapide peut survenir, car le sang est un excellent milieu de culture. Ça, vous le savez, pour un certain nombre de germes. Cependant, du fait de son pouvoir bactériostatique, beaucoup d'entre eux sont détruits et libèrent des endotoxines dans le plasma. Alors si une telle unité est transfusée à un malade, cela correspond à une perfusion d'une solution d'endotoxine, tout simplement. Et cela, bien sûr, va provoquer un choc d'une très haute gravité qui commence par des douleurs abdominales et s'accompagne d'émissions impérieuses et répétées de sels liquides et des nausées et des vomissements, et enfin un collapsus s'installe. Donc les sources potentielles de la contamination peuvent être la bactériémie du donneur, ou un prélèvement qui est septique, donc dans lequel on n'a pas respecté l'asepsie, une mauvaise préparation, la conservation, ou même la distribution ou la manipulation du produit. Donc c'est-à-dire il faut respecter les bonnes pratiques transfusionnelles dans toutes les étapes de la préparation du produit sanguin pour éviter ce genre d'accident. La mortalité, donc elle varie
de 50 à 100% dans le cas des accidents transfusionnels bactériologiques. Alors pour les accidents tardifs, il s'agit le plus souvent d'accidents liés à des infections virales. Donc c'est la raison pour laquelle il est systématique de faire la sérologie des poches de sang, quel que soit leur type, du moins la sérologie des 4 paramètres, l'HIV, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis, pour éviter un éventuel transfert de virus du corps du donneur au corps du receveur. Avec le développement des techniques de biologie médicale, on voit que certains pays occidentaux ont ajouté, en plus des techniques sérologiques, des techniques de biologie moléculaire pour réduire ce qu'on appelle la fenêtre sérologique, et c'est une façon d'être avant-gardiste, donc pour éviter ou pour réduire le risque de transmission des infections virales. Sachant que ce risque pourrait être bien sûr atténué ou diminué par un bon interrogatoire dans lequel le médecin responsable du don va essayer de sensibiliser le donneur en faisant un interrogatoire minutieux et en éliminant les sujets potentiellement à risque et qui pourraient transporter des virus à l'intérieur de leur organisme, en plus bien sûr des techniques sérologiques et des techniques d'inactivation qu'on utilise dans l'industrie de transfusion sanguine. Alors, en dernier lieu, on va voir les autres types d'accidents, donc les accidents qui sont ni immunologiques, ni infectieux. Donc, on parle ici des accidents de surcharge. Les accidents de surcharge, certains sont précoces. On note ici la surcharge volumique. Cette surcharge volumique, elle est vraiment parfois grave. C'est un accident qui doit être pris au sérieux lorsqu'on transfuse un patient anémique avec des problèmes rénaux ou cardiaques. Les mesures de prévention chez ces sujets consistent à réduire le débit d'injection de ces concentrés globulaires, associés bien sûr à des diurétiques. Les surcharges en citrate aussi constituent une situation problématique parce que en cas d'hypercalcémie, il y a l'apparition de paresthésie péribuccale, des tremblements et des contractures typiques de la crise de tétanie. Donc la prévention et le traitement consistent à l'injection d'une solution, c'est-à-dire en parallèle avec la transfusion de ces produits sanguins labiles, on transfuse une solution de calcium par voie intraveineuse. Il y a aussi l'hypercalémie post-transfusionnelle qu'il faut aussi bien juguler. Alors pour les accidents retardés, nous avons l'hémochromatose post-transfusionnelle qui est la surcharge en fer. Donc c'est une situation que nous voyons fréquemment chez les sujets qui sont transfusés d'une façon répétée. Donc ces patients développent une surcharge en fer à la suite de transfusions, de plusieurs transfusions. Donc c'est des patients qui sont polytransfusés. Donc il existe une possibilité de surcharge chez ces patients au long cours. Donc le risque pour nous, c'est l'augmentation des stocks de fer qui va aboutir à des complications au niveau de la rate et du foie, puis dans certaines glandes endocrines, par exemple le pancréas. Donc cette surcharge pourrait provoquer une hépatosplénomégalie, un diabète par exemple, une pigmentation cutanée. Ceci impose, chez les patients chez lesquels il y a un risque qu'il y ait une transfusion chronique, il y a indication de mettre le patient sous chélateur de fer, notamment le Desferal, pour éviter que ce genre de surcharge se produise. Alors, le cours est fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci.